Évitez de grignoter. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. La France insoumise est-elle en train de se faire dévorer par ses enfants, par Raphaël Arnaud, par la jeune garde? En tout cas, le ver est dans le fruit et le fruit semble pourrir à toute vitesse. Depuis la mort de Quentin et malgré les 11 arrestations annoncées, notamment celle de 2 collaborateurs du député Raphaël Arnaud, dont un directement impliqué dans le meurtre de Quentin, Jean-Luc Mélenchon tente d'imposer sa version des faits en accablant l'extrême droite et n'hésitant pas à glorifier de nouveau la jeune garde, comme si rien ne s'était passé. On en parle avec le rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Politique, Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Arnaud Benedetti, merci d'être aujourd'hui sur Sud Radio. Vous êtes l'homme de la situation parce que je suppose, je ne veux pas dire que vous vous régalez, mais vous reconnaissez que l'actualité est particulièrement passionnante. Pour un politologue comme vous, on peut parler de grands rentournements. Assiste-t-on à l'inversion du Front républicain au détriment de la France insoumise ou en faveur du Rassemblement national? Tout ça est lié. Première question, Arnaud Benedetti, c'est un vrai, non seulement changement de paradigme, c'est un vrai coup dur pour la France insoumise. Oui, c'est un coup dur pour la France insoumise, vous avez raison de le dire, mais la France insoumise adopte une stratégie où, d'une certaine manière, non seulement ils assument leur lien avec la jeune garde, il suffit d'écouter, ça a été rappelé, Jean-Luc Mélenchon et d'ailleurs d'autres responsables de la France insoumise, mais en plus ils pratiquent l'inversion accusatoire, puisque pour eux le problème n'est pas tant la violence exercée par ce groupe d'ultra-gauche que constitue la jeune garde, qui est d'ailleurs en cours de dissolution, que ce qu'ils pointent du doigt, c'est-à-dire l'extrême droite qui serait responsable finalement de la violence dans la rue et ailleurs, de la brutalisation de la société. En effet, ce que nous dit cet événement, il nous dit 2 ou 3 choses. Il nous dit une chose importante d'abord, qui est un rappel historique, c'est que l'extrême gauche, historiquement, a partie liée avec la violence. Donc ça, c'est un point qui est, à mon sens, très important et qu'il faut rappeler. Ce sont des méthodes qui ont été utilisées par le passé, dans un lointain passé comme dans un passé plus proche. Dans un lointain passé, si on se réfère même jusqu'à la terreur sous la Révolution française ou aux bolcheviks en 1917, ou aux trotskistes également. Et c'est un passé récent, souvenons-nous, dans les années 70, où une partie de l'extrême gauche, dans un certain nombre de pays, en Allemagne, en Italie, en France, dans une moindre mesure, avait basculé dans le terrorisme. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense qu'il y a une erreur fondamentale d'analyse quand on dit que cette extrême gauche est fascisante. Elle n'est pas fascisante. Elle est ce qu'elle est historiquement, comme je viens de le rappeler. Le fascisme et l'extrême gauche sont 2 catégories politiques qui utilisent la violence, mais qui ne poursuivent évidemment pas les mêmes buts. Je crois qu'il faut le dire et le rappeler. Tout à fait. Et on le fait sur cette antenne régulièrement. Et je le sais. Et le troisième point important, c'est qu'on a généré, en effet, du côté de l'extrême gauche et de la France insoumise, une génération de jeunes militants qui veulent en découdre et qui considèrent que la violence est un moyen aujourd'hui de renverser l'ordre social et l'ordre institutionnel et démocratique dans lequel nous vivons. Donc en effet, c'est un processus qui est particulièrement inquiétant, qui est documenté. Il y avait un très bon article, vous me permettrez de faire un peu de publicité pour la revue, pour la Nouvelle Revue Politique, d'Olivier Vial samedi, qui expliquait parfaitement qu'il suffisait de lire un certain nombre d'écrits de penseurs d'extrême gauche pour montrer que cette violence était théorisée à des fins politiques. Et on a malheureusement cette illustration avec cette tragédie qui s'est passée à Lyon et avec le meurtre, parce qu'il s'agit d'un meurtre du jeune Quentin. Il est vrai dans l'histoire, et vous avez raison de rappeler que dans sa dialectique, le mouvement d'extrême gauche passe à la violence parce qu'il considère que c'est une arme légitime. Pour autant, ce qui avait marqué les esprits et les consciences, c'était les milices fascisantes. Lesquelles? Celles de l'Italie de Mussolini, la phalange espagnole, les chemises brunes, évidemment, d'Hitler. Ensuite, plus récemment, on a pu avoir une confusion entre extrême droite et skinhead, et que c'est vrai qu'on se disait que c'était plutôt les fachos qui cassaient, plus que les gauchos. On a vu que c'est pas vrai. Voilà, il y a les blagues d'un côté... quand il y a des manifestations, et on voit bien que l'extrême gauche n'a pas perdu la main,
et reste violente. La question qu'on peut se poser, est-ce que dans sa stratégie, Jean-Luc Mélenchon ne se garde pas cette extrême gauche sous la main, dont il proclame qu'elle est la continuité des Insoumis, que ce sont des alliés, que ce sont des amis? Est-ce qu'on ne se garde pas la possibilité de dire, si nous ne gagnons pas les élections, c'est que le fascisme a gagné, et donc nous avons, nous, les moyens de continuer à nous battre, de défendre la République, de défendre la démocratie avec des moyens violents, parce que la situation politique l'imposera. Il ne rentre pas un peu dans cette logique en disant ça? Alors d'abord, une observation. On ne défend pas la République et la démocratie en utilisant des moyens qui relèvent d'une violence qui est illégitime de fait par nature. Donc il faut se poser la question de savoir aujourd'hui si cette gauche radicale que constitue LFI et son surgeon d'extrême gauche appartiennent encore à un espace démocratique ou à un espace républicain. En tout cas, c'est la question que pose de manière dramatique ce qui s'est passé à Lyon et même d'autres événements auparavant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en effet, on voit bien que chez Jean-Luc Mélenchon, il y a la volonté aujourd'hui de construire une scène politique qui se réduise entre un affrontement entre la France insoumise et, pour aller très vite, le Rassemblement national et leurs alliés de l'UDR. C'est le rêve de Jean-Luc Mélenchon d'arriver à ce second tour de l'élection présidentielle où, en effet, et là je vous rejoins, s'il était battu, il apparaîtrait après une élection d'un candidat ou d'une candidate du Rassemblement national comme celui qui est, disons, le défenseur et le rempart, et qu'il faudra utiliser en effet tous les moyens pour défendre à ce moment-là la République et la démocratie. C'est vraisemblablement ce qui est aujourd'hui inscrit dans son logiciel, mais c'est un logiciel qui est extrêmement dangereux. Stratégie dangereuse dont il va certainement avoir des conséquences. Alors, je pense qu'il doit y avoir un socle. On a vu les sondages. Je pense qu'il y a 10% de son électorat des Français qui sont d'accord en disant le RN est une menace et toutes les armes, pas de liberté pour les ennemis des libertés, tous les arguments, toutes les armes sont bonnes pour combattre ce qu'on appelle l'extrême droite fasciste. En même temps, il va perdre évidemment une partie ou une grande partie de son électorat modéré. Vous pensez que là, compte tenu du calendrier, l'incidence est inévitable sur les élections municipales? Oui, alors le problème est de savoir quelle sera la stratégie pour les élections municipales, la stratégie de LFI. Et surtout, quelle sera la stratégie du PS, parce que le PS n'est pas très clair, même si on voit qu'il souhaite s'émanciper encore plus aujourd'hui qu'hier. François Hollande a pris des positions très nettes, mais effectivement, Olivier Faure est beaucoup plus mesuré. Oui, mais enfin, sauf que François Hollande prend des positions très nettes en usant d'une pirouette, j'allais dire rhétorique, en disant finalement le LFI n'a pas rempli ses obligations après la constitution du nouveau Front populaire. La réalité, c'est que il dédouane le nouveau, LFI, en oubliant qu'il y a eu un certain nombre de dérapages et de provocations de LFI bien avant ces derniers événements, et qu'il y a une continuité, j'allais dire, dans la radicalisation de LFI depuis maintenant plusieurs années, et que quand il a conclu une alliance électorale avec eux, on était déjà dans ce bain de la radicalisation de LFI, et il n'a trouvé rien à redire à ce moment-là. Ensuite, en effet, on entend un certain nombre de responsables socialistes qui nous disent quoi? Ils nous disent pour les municipales, on verra au cas par cas. Au cas par cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certaines villes, on est prêt à s'allier, qu'on est prêt à accepter le renfort de listes LFI sur des listes dites d'union de la gauche, je ne sais pas comment on les appellera. S'il y a besoin pour sauver une municipalité, ça semble le cas. Et ça, en fait, ça pose un problème aujourd'hui fondamental, c'est le problème de la fréquentabilité de cette extrême gauche-là. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que cette extrême gauche-là est fréquentable ou elle ne l'est pas? Elle a été fréquentable, en tout cas, pour ceux qui ont mis en place la stratégie du Front républicain entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et ils ne sont pas les seuls à LFI et au Parti socialiste à l'avoir mise en place, puisque cette stratégie de Front républicain, elle a été aussi initiée par le bloc central, qui aujourd'hui, en effet, se retrouve lui aussi, d'une certaine manière, pris au piège de cette alliance électorale, de cette alliance électorale de l'entre-deux tours des élections législatives. Les arroseurs sont arrosés. Maud Koffler. En tout cas, François Hollande a dit hier que maintenant les alliances seraient impossibles, y compris aux municipales, à commencer par les municipales. La France insoumise, Arnaud Benedetti, vous l'avez dit, a fait le choix de la radicalisation, notamment en invoquant une sémantique choisie par Éric Zemmour en 2022, le grand remplacement, la guerre de civilisation. C'est vraiment maintenant le thème, en tout cas imposé par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pour aller chercher un nouvel électorat, ou est-ce qu'au contraire, là, la France insoumise a atteint son plafond de verre, selon vous?
Alors la France insoumise pense que vraisemblablement, au regard de ce qu'ils disent aujourd'hui et de ce qu'ils font, qu'ils n'ont pas atteint un plafond de verre. Ils considèrent qu'ils sont les mieux placés pour être en tête à gauche dans une élection présidentielle et pouvoir franchir la barre du premier tour qui leur permettrait d'être qualifiés pour le second tour. Vous savez, la thèse qui est la thèse en cours depuis très longtemps maintenant à la France insoumise, c'est qu'il suffit de récupérer 700 000 ou 800 000 voix, c'était la thèse d'Éric Coquerel, dans les quartiers pour permettre à Jean-Luc Mélenchon de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. Ça reste vraisemblablement leur intention stratégique majeure aujourd'hui pour pouvoir en effet espérer arriver au second tour de l'élection présidentielle. La vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a une approche racialiste de la politique. Vous savez, ce point de vue-là, c'est assez frappant. L'extrême droite avait une approche racialiste de la politique dans les années 30. Aujourd'hui, l'extrême gauche a cette approche racialiste, c'est-à-dire qu'on va chercher des électorats qu'on assigne à leurs origines, au mépris finalement de ce qu'est la promesse républicaine. Hein. On les assigne à ce qu'ils sont et on les assigne à ce qu'on pense ce qu'ils sont, c'est-à-dire que finalement, je veux dire, on peut considérer qu'un musulman peut être naturellement islamiste, ce qui n'est pas le cas dans les faits. Mais enfin, en tout cas, on pense ça, on projette ça. Et on considère que c'est un renfort électoral qui va permettre l'élection. Arnaud Benedetti, petit paradoxe. On a aujourd'hui Jordan Bardella qui prend la tête de cette insurrection de la moralité en désignant du droit, en montrant du doigt la France insoumise qui s'avère être le parti quelque part totalitaire. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Ils furent les premiers au Rassemblement national à dénoncer ce front républicain où il y avait une collusion de tous les autres partis pour montrer du doigt le RN, le diaboliser, l'extraire, le sortir de l'arc républicain. Est-ce qu'il n'est pas en train d'utiliser là des arguments et des armes qu'il a dénoncés quand c'était à son détriment et qu'il est en train de récupérer parce que c'est au détriment de son adversaire? Est-ce qu'il ne devrait pas faire un peu plus attention dialectiquement? Alors d'abord, vous avez raison, mais j'allais dire, c'est une vieille ruse de la politique et vous êtes suffisamment, j'allais dire, affûté pour expérimenté pour le savoir que vous utilisez toutes les ressources politiques en fonction des circonstances. C'est de bonne guerre, vous allez dire, c'est ça? C'est de bonne guerre. C'est pas surprenant et c'est manifestement de bonne guerre. Après, si vous voulez, il y a un phénomène, si vous voulez, c'est une symétrie, un inversement, je veux dire. À mesure que LFI se radicalise, le Rassemblement national se déradicalise. Se normalise. Se banalise. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et ce qui fait que le Rassemblement national est dans une position où il considère qu'il est en mesure et en responsabilité, comme on dit aujourd'hui, de pouvoir agréger autour de lui et appeler à une sorte de front républicain renversé par rapport à ce qu'on a connu depuis 25 ans, voire 30 ans. Donc on peut conclure que Mme Ernotte et M. Mélenchon sont les meilleurs ennemis du Rassemblement national aujourd'hui en termes d'impact politique, si on fait une petite pirouette. Oui, un peu, si vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le Rassemblement national, en effet, bénéficie indéniablement de cette situation. On verra, hein, on va le voir assez rapidement dans les prochains sondages. Quel est l'impact de cet événement sur les élections municipales, qui seront forcément des élections municipales fortement nationalisées du fait de la proximité de l'élection présidentielle dans presque moins d'un an maintenant. Donc très politisé. Merci Arnaud Benedetti pour votre témoignage et je pense que le cours de l'actualité nous appellera à faire appel à votre science. Merci, à bientôt. Des animateurs suspendus pour suspicion de pédocriminalité. C'est un fléau qui malheureusement se porte bien. On en parle avec Arnaud Gallet dans un instant, mais juste avant les perles et vos appels au 0826 300 300 en direct sur Sud Radio. À tout de suite.